Aujourd'hui, dans la première vidéo d'Actualis de la saison, on va parler de forêt, d'océan et de climat. Et peut-être pas de la manière dont vous pensiez. Vous voulez planter des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique? Super idée! En plus, il y a des acteurs étatiques, des entreprises qui s'engagent à compenser leurs émissions de gaz à effet de serre en recréant de nouvelles forêts. Mais en quoi consistent ces programmes de reforestation? J'ai posé la question à Jennifer Gallet, journaliste scientifique de The Conversation. Mais qu'est-ce que c'est que ces programmes de reforestation? En fait, vous avez des activités qui sont émettrices de gaz à effet de serre à un endroit. Et pour compenser ça, vous allez ailleurs planter des arbres. Il y a beaucoup de gens qui disent non, ça c'est pas du tout une solution. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on émette moins de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est vraiment la distinction qu'il faut avoir bien en tête. Et en gros, après, il y a aussi un autre volet de critique par rapport à certains de ces programmes, c'est de dire, en fait, on plante un peu n'importe quoi, n'importe où, et sans vraiment suivre. Il y a beaucoup de programmes de reforestation qui sont en effet accusés d'être juste du greenwashing, parce que en fait, on va mettre en place du reboisement ou des espaces forestiers, déjà à des endroits où ça peut peut-être poser en premier lieu des problèmes fonciers, c'est-à-dire à qui appartiennent les terres sur lesquelles on va mettre ces plantations. Donc ça, c'est un premier problème. Un second problème, c'est qu'est-ce qu'on plante en fait, parce qu'une fois que vous avez enlevé des arbres qui sont là, des espèces qui sont là depuis des siècles et qui sont parfaitement adaptées, si vous remplacez par une espèce qui est différente et qui n'a pas les mêmes besoins, ça peut causer de gros problèmes. Dès qu'on touche à des écosystèmes naturels, on entre dans le domaine de la complexité. C'est-à-dire qu'il faut respecter certains équilibres. On s'aperçoit on ne peut pas créer comme ça une forêt en claquant des doigts, et donc les services climatiques rendus par ces espaces n'ont pas grand-chose à voir avec les services climatiques que peuvent rendre les forêts. Et en termes de dégâts, les conséquences pourraient être énormes. Les arbres pourraient ne plus être des puits de carbone, mais des possibles sources d'émissions, ce qui est déjà le cas d'une partie de la forêt amazonienne à cause de la déforestation et de l'élevage des bovins. Le choix des essences est alors primordial pour ne pas dégrader le climat. Certains effets négatifs sont induits par des espèces qui sont plantées au mauvais endroit, même si cela peut sembler contre-intuitif. L'eucalyptus, choisi pour sa croissance rapide, nécessite pourtant beaucoup d'eau et va assécher les nappes phréatiques aux endroits qui ne sont pas aptes à l'accueillir, comme par exemple au Brésil. En Europe, le remplacement des chênes natifs par des conifères à croissance rapide a permis l'augmentation de 10% du couvert forestier par rapport à l'ère pré-industrielle. Pourtant, ces arbres qui captent plus la chaleur à cause de leurs feuilles plus foncées accentuent les effets du réchauffement climatique. Je peux aussi vous parler de l'implantation de bouleaux à certains endroits qui ne va pas faire baisser le taux de chômage, mais qui va déstabiliser la vie microbienne du sous-sol et ainsi provoquer des émissions de carbone. Parfois même, on veut planter des arbres là où il n'y en a pas besoin. Des terrains considérés comme propices à la reforestation par des programmes internationaux sont en fait des savanes, des brousses, des prairies, qui ont leur propre végétation adaptée à l'environnement. En somme, c'est un peu comme si on voulait planter un bananier dans la toundra en Russie. Au final, certains sols se porteraient donc mieux sans arbres. C'est le cas de la lande écossaise où on a voulu planter des pins sylvestres et des bouleaux et où on s'est rendu compte qu'en fait, ça stockait pas plus de CO2 à cause de la composition particulière du sol. C'est le cas aussi des prairies qui stockent 30% du carbone émis, où il n'y a pas de forêt, pas d'arbres, mais qui va stocker en fait les déjections faites par les animaux de pâturage et aussi par le processus de photosynthèse. Il ne faudra donc pas tout miser sur les forêts. Pourtant, les signataires de l'accord de Paris ont été 8% à prendre des engagements sur les prairies, contre 42% qui l'ont fait pour les forêts. Et alors pourquoi vous, moi, les médias, les entreprises, on est autant obnubilés par la forêt, alors qu'il y a d'autres puits de carbone qui existent, comme je l'ai montré, les prairies, ou même les océans. Il y a plein de raisons pour lesquelles les forêts sont beaucoup mises en avant dans cette lutte. C'est qu'on a l'habitude de s'appuyer sur les forêts, à la fois pour du développement économique, mais aussi au niveau symbolique. Enfin, je veux dire, la forêt, elle représente un espace qui est présent
pour les humains de toute éternité. Donc c'est des espaces qui sont familiers. Vous avez l'idée que vous allez pouvoir faire quelque chose, pas juste arrêter de faire quelque chose pour que ça aille mieux, mais qu'en plantant, en fait, en ayant une action, vous allez améliorer la situation. Et cette approche un peu de dire on a la solution avec la forêt, c'est une approche qui est plus facile, et puis aussi parce que on dit souvent l'océan, c'est le grand oublié de la gouvernance climatique. C'est vrai qu'on a du mal à mettre l'océan au cœur des négociations climatiques parce que c'est un espace qui est considérable et puis parce qu'on est moins... voilà, c'est un espace qui reste plus mystérieux. Donc c'est pas du tout le même type d'action. Le puits de carbone océanique, il nécessite qu'il y ait un stop, en fait, que les politiques climatiques soient efficaces. Au-delà de ce mystère, on nous a toujours présenté la forêt comme le poumon de notre planète, surtout avec l'Amazonie. La déforestation, les incendies, le réchauffement climatique, tout ça accentue la médiatisation de la forêt et notre intérêt pour celle-ci. Pourtant, la forêt, ce n'est pas le seul puits de carbone, comme Jennifer Galley l'a bien dit. Il y a aussi l'océan, mais qui est pourtant un peu oublié par rapport à la forêt, surtout dans des initiatives comme la COP26. Mais aujourd'hui, levons le voile sur ce qui constitue 70% de la surface de notre globe. En 2020, l'océan a absorbé 9 milliards de tonnes de carbone, soit plus d'un quart des émissions totales de CO2. Mais quels sont les mécanismes qui permettent à l'océan de capter le CO2, et surtout autant ? J'ai posé cette question à Roland Seferian, ingénieur-chercheur au CNRN. L'océan, il y a deux grands mécanismes qui interviennent. On va dire qu'on a un mécanisme qui est plutôt piloté par des propriétés physico-chimiques. Donc on appelle ça la pompe de solubilité. C'est le CO2 va être absorbé par un mécanisme qui s'appelle la solubilité, donc il va se dissoudre dans l'eau, et par ses réactions avec l'eau, ses réactions chimiques avec l'eau, il va se retrouver dans des formes diverses, que ce soit des ions carbonates, des ions bicarbonates. Il y a un autre mécanisme qui, lui, est lié à la biologie, qui est un mécanisme actif, qui est lié à la photosynthèse. Donc en gros, dans l'océan, siègent dans la partie supérieure de l'océan, qui est la partie éclairée, des micro-organismes, donc des cellules qui sont douées de photosynthèse, comme les plantes sur Terre. Et via la photosynthèse, ces cellules vont puiser du dioxyde de carbone qui est dissous dans l'eau pour créer de la matière organique. Comme l'a précisé Roland Seferian, une grosse partie de l'absorption du CO2 vient de processus physico-chimiques, mais aussi de processus biologiques comme le cas de phytoplancton. On peut aussi évoquer les plantes aquatiques qui stockent énormément de CO2. Je pense notamment aux mangroves. Ce sont des palétuviers, des espèces d'arbres qui poussent dans la vase, dans les lieux tropicaux au bord de la mer. La matière végétale morte, source de carbone, se serait décomposée sur la terre ferme. Mais là, elle est enfouie par la sédimentation. La moitié du stock de carbone sédimentaire se trouverait là, dans la vase, sous les mangroves. Dans un climat plus froid, les marais côtiers, avec ces herbes halophytes résistantes au sel, piègent les sédiments organiques transportés par les fleuves. Et même si la liste n'est pas finie, je vais terminer sur les herbiers sous-marins, qui sont présents dans toutes les eaux du globe. En plus de stocker le CO2, ils piègent les polluants, stabilisent les fonds, bref, rendent un tas d'autres services. La question qui peut se poser, c'est est-ce que ces processus physico-chimiques et biologiques, est-ce qu'ils ont une limite ? Et comme vous pouvez vous en douter, la réponse est oui. L'océan ne serait pas un super-héros de la nature qui dépasserait les lois de la science et de la physique. Si on continue à émettre du CO2, au bout d'un moment, il va y avoir des mécanismes de rétroaction qui vont tendre à diminuer l'efficacité du puits océanique. La solubilité, qui est un mécanisme physico-chimique qui, elle, dépend de la température. Et donc, comme la solubilité va diminuer, la capacité de l'océan à stocker du CO2 va s'amenuiser. En plus de ça, les mangroves, les marais et les herbiers ont été détruits pendant plusieurs années à vitesse grand V, réduisant parfois plus de moitié leur population. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on peut détruire, on peut aussi reconstruire. Et dans ce cas-là, replanter. Et même faire plein d'autres choses. On y retrouve des techniques de restauration, des techniques de protection, des techniques d'augmentation ou d'accroissement de la biomasse des algues marines.
Et après, on a d'autres techniques qui s'apparentent plus à de l'amélioration d'un service que l'océan nous rend chaque année. La protection et la réhabilitation, c'est par exemple reconstruire ou réhabiliter des mangroves qui ont été saccagées. On a des techniques qui visent à accroître la quantité de biomasse dans l'océan. On voit par exemple que sur les bords des côtes françaises, on a des herbiers et des grosses macroalgues qui sont capables de stocker dans leurs racines, dans leurs feuilles, et après qui sont capables d'enfouir profondément dans le sédiment une quantité non négligeable de carbone. Après, on a le volet plus amélioration des composantes, et c'est sur lequel des choses sont en train de bouger. Donc, la chimie des carbonates va se mettre à l'équilibre, et la manière dont le CO2 va se retrouver sous différentes espèces dépend de l'alcalinité de l'océan. Donc en gros, il y a une manière de représenter ça avec un nombre ou un terme que l'on appelle le pouvoir tampon de l'océan, donc qui représente la capacité à l'océan ou à certaines régions de l'océan d'absorber plus ou moins de CO2. Et en gros, en jouant sur l'alcalinité de l'océan, on a capacité de renforcer la manière dont l'océan va puiser du CO2 de l'atmosphère. La COP26 n'aura peut-être pas intégré cette composante de l'océan, mais elle aura permis de faire de grands pas en avant, ou de plus petits pas, selon les observateurs. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, et que ce côté aussi avec les intervenants vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'Actualis.